Et bienvenue à tous sur ma chaîne Cinémagique, et aujourd'hui on se retrouve pour parler des petits hommes verts qui se cachent non pas dans le ciel mais dans les égouts, les Tortues Ninja. Première adaptation de 1990 et réalisée par Steve Barron. Un réalisateur surtout connu pour ses clips vidéo, travaillant avec Michael Jackson, Whitney Houston, David Bowie, Madonna, etc. Ainsi que de nombreux feuilletons télévisés comme l'excellentissime Merlin avec Sam Neill. Il signe ici son deuxième film après Electric Dream et avant sa version de Pinocchio de 96 et Coneheads avec Dan Aykroyd. Au casting, pas d'acteur véritablement connu pour les Tortues, pour raison principalement d'un budget assez serré. Et le truc, c'est que les 4 acteurs sont non seulement costumés, mais en plus, ils sont doublés par d'autres acteurs pour les scènes d'action, et doublés encore par d'autres pour faire les voix. Seul Josh Pais, qui a déjà joué des petits rôles dans Les Joueurs, Scream 3, Un homme d'exception, Phone Game, ou encore plus récemment dans Brooklyn Affair, et Joker de Todd Phillips, eut la bonne idée d'adopter un accent de New York pour blaguer. Mais c'est ce qui lui permit de doubler lui-même son personnage de Raphaël. À noter que la plupart sont de New York, cherchant un vrai réalisme dans la manière de se comporter, de se mouvoir des habitants de cette ville. Ils font d'ailleurs tous un petit caméo dans le film sans leur costume. Il y a également Judith Hoag pour April O'Neil, qui a surtout joué des petits rôles dans des séries télé, ainsi qu'au cinéma dans Armageddon, le Freddy de 2010, Hitchcock, ou encore aux côtés de Robin Williams, Tim Robin et Pamela Reed dans le film pas forcément connu Cadillac Man. C'est d'ailleurs Robin Williams lui-même, grand fan des Tortues Ninja, qui a conseillé à Judith, lorsqu'ils tournaient ensemble, de passer l'audition pour April. Son rôle le plus connu restera dans les téléfilms Les Sorcières d'Halloween. Nous avons également Casey Jones, qui est incarné par le Canadien Elias Koteas, lui aussi dans de nombreux petits rôles notables, comme La Ligne Rouge, Shutter Island, L'étrange histoire de Benjamin Button, ou Zodiac, jouant pour des réalisateurs comme Andrew Nichols, James Gray, Francis Ford Coppola et Matt Reeves. On le retrouve également dans Les Experts Manhattan en fin de saison 4. À noter qu'il fut sélectionné par le réalisateur lui-même car il lui faisait un peu penser à Harrison Ford, persuadé qu'il serait une grande star. On peut d'ailleurs noter la blague d'April O'Neil qui se demande pourquoi elle ne rêve pas plutôt d'Harrison Ford. James Saito pour Shredder, des petits rôles dans Die Hard, L'Associé du Diable, Pearl Harbor, L'Odyssée de Pi, ainsi que pas mal de séries TV. Pour le rôle de Maître Tatsu, c'est Toshichiro Obata qui est apparu dans Black Rain de Ridley Scott, Demolition Man ou Soleil Levant de Philip Kaufman. Il y a également Skeet Ulrich, celui qui joue Billy Loomis dans Scream, ainsi qu'un acteur assez connu de ces dernières années pour avoir joué dans Jojo Rabbit, le cas Richard Jewell, mais aussi La Ligne Verte, Charlie et ses drôles de dames, Confession d'un homme dangereux et Les Associés de Ridley Scott, le dénommé Sam Rockwell, pour l'un de ses tout premiers rôles dans celui d'un membre du clan des foot. Il y a d'ailleurs une scène coupée qui montrait son personnage et sa bande tenter de récupérer l'un des bandeaux rouges posés sur l'épaule de Shredder. Quand celui-ci félicite le nouveau membre, on peut constater Sam Rockwell dans le fond se tenir le bras un peu blessé. Son échec ici faisant écho à l'agression d'April au début du film et de l'évolution un peu de son personnage en fin de film. Quant à Splinter, il n'est pas un costume, mais bel et bien une marionnette interprétée ou manipulée par Kevin Clash, un marionnettiste connu pour son rôle d'Elmo, ainsi que Clifford dans les Muppets. Et justement, c'est Jim Henson, le créateur du Muppet Show, qui s'est occupé des costumes. Il fut remplacé en cours de route par son fils, à la fois car le projet était trop violent par rapport à ce qu'il produisait, et aussi un peu plus tard suite au décès de celui-ci.
Même si pour certains ça fera un peu kitsch, les costumes sont vraiment crédibles et un gros travail personnalisé a été effectué pour les concevoir et parfaire chaque détail. Il n'a vraiment pas été facile pour les acteurs de porter ces costumes, qui étaient accompagnés d'une sorte de combinaison moulante en mousse et en latex. Il faut savoir qu'il s'agissait littéralement de 20 kilos et parfois plus, avec lesquels les acteurs passaient leur journée, et ce en été, sous une chaleur infernale. Ils étaient parfois au bord de la suffocation et cherchaient sans cesse des moyens de se rafraîchir ou d'enlever le masque pour respirer. Il y eut même des tentes frigorifiées mises en place pour leur permettre de se rafraîchir tout en conservant le costume. Et pour ne rien arranger, Josh Pais, sous le costume de Raphaël, souffrait de claustrophobie. Quand on voit comment ils arrivent à se mouvoir, donner l'impression d'être à l'aise dans leur gestuelle, on peut dire que le résultat est vraiment incroyable. Les scènes d'action et les cascades le sont tout autant, avec des tortues montrées sous tous les angles et qui se renouvellent, se diversifient de scène en scène dans leur façon de combattre. Les auteurs eux-mêmes d'ailleurs furent frappés par le réalisme de ces costumes. De nos jours, cela paraît un peu dépassé, mais tout ce qui se fait désormais de manière digitale devait à l'époque être conçu et créé de toutes pièces. Il y avait une grande importance dans la préparation et la mise en place de chaque élément. Par exemple les animatroniques et les faciès des visages des tortues qui ici ont bénéficié d'une collaboration minutieuse entre le marionnettiste et le comédien qui communiquaient ensemble grâce à une petite radio. Ils devaient alors se synchroniser pour que le mouvement du visage, du corps et des lignes de dialogue correspondent. Alors qui ne connaît pas les tortues ninja, ces reptiles à carapace qui pratiquent toutes les ninjutsu, l'art des espions, des shinobi, et dont le nom provient d'artistes italiens de la Renaissance, Léonard de Vinci, Raphaël Sanzio et Michel-Ange, qui ont tous les trois plus ou moins vécu dans la même période. Seul Donato di Niccolo di Beto Bardi, donc Donatello, est antérieur aux trois précédents. Sans oublier le fameux Cowabunga, un cri de guerre qui fut inventé dans la série télé Howdy Doody, ce personnage qui a fortement inspiré celui de Woody dans Toy Story. À la base, les Tortues Ninja sont des comics créés par Kevin Eastman et Peter Laird en 1984, devenant rapidement un phénomène qui fut grandement renforcé par la série animée de 86. Mais avant de raffoler de pizza ou d'avoir beaucoup d'humour, le Quatuor avait été prévu pour quelque chose d'assez puissant et sanglant, entre le Ronin de Miller et Daredevil. Ces versions étant un peu trop controversées, les tortues ont subi pas mal de modifications ou de mutations si on peut dire, à travers les générations, en les rendant sans cesse de plus en plus amusantes, décalées et cool, tournant un peu trop tout en dérision jusqu'à en devenir parfois ridicule. Et il faut le dire, humiliant les personnages d'origine. Tous les méchants sont aseptisés, robotisés, et le scénario adapté en fonction de cette régression nanardesque. C'est dans la série animée de 2003 qu'ils ont essayé de revenir un peu plus aux sources, pour quelques saisons seulement, en redonnant aux tortues leur sérieux d'origine. Et avec le temps, nouvelle série, nouveau film, on voit bien que la tendance n'aura clairement pas été de faire ce retour aux sources, préférant les versions plus amusantes et décontractées. En tout cas qu'il fut difficile de concevoir et donner vie à ce premier film, rien que le titre pouvait faire rire, et peu de personnes croyaient à cette époque aux adaptations de ce genre. Il était assez difficile de passer après Howard the Duck, et il faut dire que l'ombre du Batman de Burton planait constamment au-dessus de leur tête. C'est en se tournant vers la société Golden Harvest de Raymond Shaw que le projet prit enfin de l'ampleur. Surtout connu pour les films de Bruce Lee ou de Jackie Chan, et des dizaines d'autres sur le marché asiatique, il cherchait depuis un moment quelques projets qui pourraient les faire connaître dans le monde entier.
Pourtant, même à une dizaine de jours avant le tournage, il n'avait pas de studio de distribution, la Fox s'étant retirée suite à un changement de direction. Le scénario fut de même un vrai casse-tête. Les deux auteurs n'approuvaient pas les versions du scénario proposées, trop hollywoodien et trop portées sur la comédie, ne cherchant en rien à comprendre l'histoire. Heureusement, le réalisateur Steve Barron, qui ne connaissait absolument pas les Tortues Ninja, n'ayant pas encore été diffusé en Angleterre, s'est alors plongé dans les comics, et il fut totalement séduit par les subtilités de la profondeur de l'histoire. Et suite à une très bonne entente avec les auteurs, il leur proposa même de faire un petit caméo discret dans le film. Et c'est vrai que le film respecte assez bien le matériau de base, tout en répondant à la nécessité de correspondre à un public plus jeune. Ils ont essayé de créer du mystère et de susciter la curiosité avant de dévoiler les tortues. La plupart des enfants étaient en transe à l'idée de les découvrir pour la première fois à l'écran. Évidemment, à l'époque, il n'y avait pas les outils dont on dispose pour se spoiler. L'atmosphère du film est clairement l'un des points qui participa à son succès. On y retrouve un New York assez lugubre et crade, à l'image des égouts, au repère du clan des foot, la vieille maison délabrée. Rien n'est beau, tout sent la décadence et délinquance. On joue clairement sur une ambiance brute, poussiéreuse, sombre, et on y retrouve l'imagerie populaire des années 80-90, avec les salles d'arcade, les graffitis sur les murs, le skateboard pratiqué par les jeunes. D'ailleurs, la scène de skateboard avec Donatello a été doublée par un skateur professionnel, Reginald Barnes, et celui-ci ne portait pas les gants du costume de tortue, mais ça se voit vraiment à peine à l'écran. C'est encore l'un de ces films qui a été fait par la persévérance et détermination de l'équipe, qui passa tout son temps à démarcher pour obtenir davantage, pour que le projet soit pris au sérieux. Mais les divergences artistiques et l'indignation du côté trop dark ont eu pour conséquence de couper pas mal de scènes de Steve Barron. On peut par exemple voir dans le trailer les tortues qui sortent de l'eau. Il s'agissait pour la prod d'une comédie et non d'un film trop sérieux. Steve Barron n'a pratiquement pas participé à la post-production et certains disent qu'il avait même été viré avant la fin du tournage. En tout cas, le film fut un succès mondial, ce qui combla finalement la production et un nouveau record fut battu pour un film indé. Et tous ceux qui s'étaient moqués du projet ou l'avaient rejeté s'en mordit les doigts. Les majors ont tous subi un refus en proposant de financer la suite. Même Pizza Hut, qui avait refusé de sponsoriser le film, changea d'avis et s'occupa de la campagne publicitaire pour la sortie VHS, avec un sacré budget. Même le fabricant de jouets, si réticent lors de la projection du film, n'en revenait pas du chiffre d'affaires de leur vente. Leur rayon était littéralement vide. Tout s'était vendu comme des petits pains. C'était courant à l'époque que l'on fasse des dessins animés pour vendre des jouets. On en avait d'ailleurs probablement tous à l'époque, les images ou albums Panini, les vêtements, les figurines, les fournitures scolaires, même des draps que j'avais énormes. Et sans oublier les jeux vidéo sur la Game Boy, la NES, le multi de la Super NES et le beat'em all en arcade. Juste jouissif. J'avais pas mal de ces petites figurines avec les armes et les véhicules. Ceux qui avaient tout ça faisaient leur propre crossover avec les autres licences, comme les Power Rangers, Musclor, Transformers, les Biker Mice, les G.I. Joe, etc. C'était juste génial. On pouvait se faire pas mal d'aventures grâce à notre imagination. C'est donc l'histoire de 4 tortues d'enfer dans la ville, qui, après avoir sauvé la belle journaliste April O'Neil, vont tous ensemble affronter le terrible clan des foot, une mafia locale qui sévit au cœur de New York. Alors que serait cette histoire sans les 4 tortues ? Elles sont toutes identifiables de par leurs caractéristiques qui offrent beaucoup de potentiel. On commence avec Leonardo et son bandeau bleu qui utilise des sabres
ou plus précisément des ninjato, l'arme du shinobi. Des 4 tortues, c'est le plus sérieux et discipliné, passant la plupart de son temps à s'entraîner et à méditer. C'est souvent lui qui pousse les autres à suivre les enseignements de Splinter et qui le remplace en son absence. Il a en quelque sorte l'esprit des samouraïs, suivant scrupuleusement le code du Bushido. Dans le comics, c'est finalement lui qui parvient à décapiter Shredder dans un combat assez rude. On poursuit avec Raphaël et son bandon rouge, qui utilise les sailles, sorte de fourches ou de tridents. Elektra dans Daredevil ou Milena dans Mortal Kombat utilisent ce même genre d'armes. Ce qui est intéressant dans ces armes de paysans improvisées, c'est qu'ils étaient très utiles pour briser les lames, les sabres. Et quand on connaît le rapport entre Raphaël et Leonardo, c'est très intéressant. Comme si Raphaël parvenait ou tentait de défaire la force de Léo. Leur relation est assez conflictuelle, Raphaël s'opposant souvent à celui qu'il considère comme le bon élève, le premier de la classe, à celui qui se prend pour le chef. Rebelle et solitaire, il est considéré comme le plus instable du groupe. Il aime se battre et faire souvent des remarques sarcastiques. C'est une vraie tête brûlée, incapable de rester assis à ne rien faire. Agissant souvent de manière agressive et impulsive, de rage ou de frustration. Et ce n'est pas rare qu'il parte seul de son côté. Et c'est généralement là qu'il se met dans de beaux draps, et que ses frères viennent le sauver. Même s'il a un tempérament de feu, on sait que derrière cette carapace de colère, il cache toute l'affection qu'il a pour les siens, et qu'il est d'autant plus préoccupé que ses frères de leur condition, celle d'être probablement les seules créatures de leur genre et condamnées à la solitude. Nous avons ensuite Michelangelo au bandeau orange, qui utilise le fameux fléau japonais, le nunchaku. L'arme si chère de Bruce Lee, à qui l'on rend hommage dans une séquence de démonstration. La scène a été pensée avec l'idée de 2 adversaires de même niveau, dans laquelle Mickey va prendre le dessus grâce à un mouvement totalement surréaliste. Mickey est la tortue la plus cool et détendue de la bande. Il adore s'amuser, faire des blagues, lire des bandes dessinées, faire du skate, regarder la télé et bien sûr manger des pizzas. C'est un bon vivant et probablement l'une des tortues les plus appréciées. Son autodérision, ses imitations et toutes ses vannes font de lui l'élément comique de la bande. Et dans la série animée, on lui a souvent donné volontairement plus d'importance pour toucher un public plus large. Mickey est un peu en mode Hakuna Matata par rapport à ses frères qui s'interrogent sur leurs conditions. Ces plaisanteries d'ailleurs peuvent parfois les agacer. Néanmoins, malgré son immaturité ou naïveté apparente, il a très bon cœur et fait preuve d'altruisme à l'égard des autres. Il se lie facilement d'amitié. D'ailleurs, l'acteur qui joue Mickey a lui-même été choisi durant le casting en faisant rire le réalisateur avec des mouvements d'arts martiaux assez clownesques et en se coinçant le pied dans le mur. Puis nous avons Donatello au bandeau mauve qui manie le bâton, le bo, ce qui est plus ou moins l'arme de Goku dans Dragon Ball. Donatello est probablement le vrai sage du groupe, dans le sens qu'il préfère dialoguer plutôt que de combattre. Il est intelligent et s'intéresse au fonctionnement de la technologie, cherchant à comprendre les choses. Il peut fabriquer et réparer, voire améliorer n'importe quoi avec peu de choses. Avec le temps, il est devenu le geek, le technicien du groupe. Dans une version antérieure, il avait même été question d'en faire un demi-cyborg. Quelque part, c'est peut-être lui qui représente le mieux les noms d'artistes auxquels ils sont associés, même si dans le film, il n'est pas très élaboré. Quand j'étais petit, je me disais toujours qu'il était spécial, car le violet est l'association entre le bleu et le rouge, comme s'il possédait tous les talents.
à la fois sérieux, discipliné, que colérique et solitaire, tout en associant ses différents tempéraments ou capacités pour les améliorer. Quand on y pense, c'est presque lui qui possède le plus de potentiel. Mais il est vrai que ses talents sont plutôt diminués et atténués, n'étant ni l'un ni l'autre, et un peu de chacun en même temps, servant presque de doublon comme dans ce film, jouant beaucoup sur la même tonalité que Mickey. Mais faut dire que de manière générale, ses frères sont souvent bien plus mis en avant. Les 4 tortues sont guidées par leur sensei, Maître Splinter, qui leur enseigna tout ce qu'il avait lui-même appris en imitant son maître, Hamato Yoshi. Il y a plusieurs versions de son origine, dont l'une conçue pour atténuer la mort et la violence auprès du jeune public, en faisant de Yoshi et Splinter une seule et même personne. Il faisait partie du clan des Foot aux côtés de Shredder, qui en était jaloux et lui tendit un piège. Et c'est en fait le déshonneur qui envoya Splinter aux USA. C'est une sorte de maître Yoda qui est souvent amusant malgré lui, et grâce aux tortues, il retrouve un sens à sa vie et finit par se lâcher un peu. Lorsque le remake des Tortues Ninja fut annoncé, naïvement, je pensais qu'ils allaient se focaliser sur la profondeur de la rivalité entre ces deux hommes, autant dans le clan que par rapport à la femme Tang Shen. Ça aurait pu faire quelque chose de fort, et ce bien avant que les tortues n'apparaissent. Mais non, leur affrontement n'atteindra jamais son apogée. Pourtant, ils sont comme des jumeaux, avec 2 manières très distinctes de voir les choses et de les mettre en pratique, un peu comme un Jedi et un Sith, se livrant ici une partie d'échecs à distance à travers les tortues et le clan des Foot. Leur retrouvaille aurait pu avoir bien plus d'ampleur. Puis nous avons le Dark Vador de l'histoire, avec son masque et sa voix ténébreuse, Shredder. De son véritable nom, Oroku Saki, qui a lui-même plusieurs versions dans le comics. C'est d'abord son frère, Oroku Nagi, qui est le rival de Yoshi, avec le fameux triangle amoureux. Et Shredder souhaite avant tout se venger de lui pour avoir tué son frère, et le poursuit ainsi aux États-Unis. Dans le film, ils ont fusionné les 2 personnages pour renforcer le lien avec Splinter, qui perdit une oreille, mais lui laissa une cicatrice au visage. L'une des raisons probables du pourquoi il porte un masque. Et apparemment les auteurs ont eu l'idée de son armure grâce à une grande râpe à fromage, et auraient dû se nommer à la base Gratman. Mais pour notre plus grand bonheur, ils ont opté pour Shredder. Ce que j'aime bien dans le combat final, et qui diffère du comics, c'est qu'aucune tortue ne parvient à vaincre Shredder, qui demeure plus doué, plus mature pour les arts martiaux, et seule l'intervention de Splinter permet de l'emporter. Ça me paraît presque plus juste ainsi, dans l'idée que l'ennemi de Shredder est Splinter. Ce lien avec le passé, tout a commencé avec lui, et tout se termine donc avec lui. Ce que Splinter a perdu ici, il le retrouve. Dans le comics, les 4 chevaliers d'écailles l'affrontent sur le toit de l'immeuble et parviennent après une lutte très intense à le mettre à terre. Et c'est en fait l'intervention de Donatello qui le fit tomber de l'immeuble, refusant la mort honorable que Léo lui avait proposée. Nous avons également April O'Neil, ou Avril comme le mois, et dans la série de 2003, elle a un oncle qui s'appelle Augustus et une sœur, Robin, mais qui devait initialement s'appeler June. Dans le film, elle a les cheveux frisés comme dans le comics et l'imperméable jaune au début du film pour faire un hommage à la série animée qui lui-même est un hommage à Fujiko Mine de la série japonaise Lupin III du nom. April est la seule personne qui croit à une organisation criminelle face à l'inactivité et le déni des instances en place. Elle se fait piéger par sa propre curiosité et quelque part, c'est ce qui l'a fait devenir l'un des personnages centraux de l'histoire.
Elle a su creuser suffisamment pour découvrir ce qui se dissimulait à la surface des choses, à la fois le clan des foot et les tortues. On peut y voir la lecture de cette femme qui navigue dans un monde d'hommes pour informer et révéler les injustices et les inégalités. Elle est une voix qui se lève au travers de ce que les hommes feignent d'ignorer. On pourrait également voir les tortues sous le prisme de la différence et de l'immigration. D'autres versions du personnage existent où elle est scientifique puis adolescente douée en informatique. Et pour finir, nous avons la tête de hockey Casey Jones, qui est une sorte de Kick-Ass dans l'idée, en faisant volontairement le justicier de la ville, pour la nettoyer des criminels. Là encore, on sent le potentiel, pas forcément bien exploité, puisqu'on ne connaîtra jamais vraiment son background, ni ce qui le pousse à vouloir agir de la sorte. Il partage bon nombre de points communs avec Raphaël, ce qui nouera une amitié très forte. Et dans les comics, pour dire la férocité de Casey, Raphaël parvient carrément à le convaincre d'être un peu plus nuancé, rappelant au passage son propre conflit avec Léo. Ici, on a plutôt une version aseptisée de leur rencontre et de leur relation. Mais pour les curieux, il y a la mini-série de comics Body Count qui raconte une aventure entre les deux qui est un pur gros fun jouissif assez bourrin, gore et violent. Bien que Casey semble être un personnage secondaire, il enchaîne contre toute attente plusieurs scènes qui resteront cultes, autant dans l'action que dans la répartie. Bagarreur, bricoleur, plein d'humour et amoureux, ce personnage joue sur tous les fronts et réunit à lui seul les caractéristiques des tortues. C'est un bad guy qui comprend la notion des valeurs. Ce qui est bien dans l'idéologie de l'apprentissage des tortues, c'est qu'elles sont en constante progression. Chaque chose qui leur arrive est comme une épreuve, des étapes de leur formation. Elles ont à la fois un combat extérieur contre leurs adversaires et à la fois un combat intérieur contre leurs doutes, leur rage, comme Raphaël qui a beaucoup de colère en lui. Et par sa propre faiblesse, c'est comme s'il amputait le groupe d'un de ses membres, ou qu'il représentait cet aspect en chacun de ses frères, qu'il se devait de comprendre et d'apprivoiser. Chaque tortue a sa propre capacité, qui renforce la notion du groupe. Ensemble, elles forment un tout, elles sont une. Même si le concept est simple, j'ai toujours adoré la notion d'identification par un trait de caractère, une manie, une arme, un langage ou tout simplement par une couleur. D'ailleurs, pour les couleurs, c'est intéressant de voir qu'à la base, elles avaient tout un bandana rouge. En fait, elles étaient toutes des Raphaël. On peut dire que les couleurs ont permis de leur donner une identité, de les nuancer. Et Raphaël serait comme la résistante de la création d'origine, un peu plus barbare. Et pourtant, c'est la tortue qui a eu le plus de modifications avec le temps. D'un côté, on peut se dire qu'elle s'aseptise. D'un autre, on peut dire qu'elle s'intègre au groupe, qu'elle se bonifie ou se purifie avec l'âge. On a vraiment cette idée que Raphaël est le côté primaire, et que les autres en serait comme une évolution, une sublimation de ses instincts, passant sur le registre un peu plus civilisé ou cultivé. Dans le film, on a cette impression que le groupe des tortues est divisé en deux. D'un côté, les deux sérieux, et de l'autre, ceux qui détendent l'atmosphère, permettant d'équilibrer le ton du film et de satisfaire un large choix de spectateurs. Les personnages eux-mêmes sont doubles, même si on ne le voit pas vraiment. C'est ce que j'aime chez l'univers des Tortues Ninja. Par exemple, j'aime bien la relation entre Léo et Splinter. Il y a comme un entre-deux qu'il porte sur ses épaules, c'est-à-dire qu'il est comme l'aîné d'une fratrie. Ce n'est pas qu'il est le plus fort ou qu'il se prend pour le chef, mais c'est qu'il n'a presque pas le choix. Il se doit d'être le plus sage, celui sur qui on peut se tourner, se discipliner quand le maître n'est pas là. Il se met beaucoup de pression sur les épaules pour être à la hauteur.
C'est comme s'il se forçait à être sérieux et s'élevait pour atteindre le niveau de Splinter, pour guider les autres, mais aussi pour honorer celui qui l'a élevé. La rivalité avec Raphaël est tout aussi passionnante, avec leur propre vision de la justice. On pourrait même dire que le sens et la valeur de l'un ne peut aller sans celle de l'autre, un peu comme Ken et Ryu, Goku et Vegeta. Léo est le bon élève, un Jedi plutôt passif qui cherche le calme et la paix. Raphaël a un tempérament plutôt fougueux, souvent dans l'opposition, il est indépendant et toujours en mouvement. C'est d'ailleurs par lui que tout va arriver. C'est son Sai qui intervient pour sauver April au début, c'est lui qui pressent le danger pour April ensuite, et qui finit par la ramener dans leur cachette. C'est lui qui attire le clan des foot qui finit par enlever Splinter, mais aussi attire à eux Casey Jones. Raphaël est attiré vers le monde extérieur et les événements qui se produisent sont en quelque sorte l'expression de ses désirs qui appellent le changement ou l'évolution en s'intégrant au monde d'en haut. Les autres n'ont pas réussi à canaliser cette volonté, cette donnée qui se trouve en chacun d'eux, qu'ils ont simplement ignorée et dissimulée. Par leur inaction et en laissant Raphaël seul, ils se créent eux-mêmes une faille. C'est en quelque sorte lui qui fait sortir les tortues de l'ombre et fait avancer l'histoire. Même si c'est totalement inconscient, c'est en ce sens que Raphaël est un leader. La séquence à la campagne permet à la fois de créer un couple, tout comme de créer une nouvelle unicité. Le sommeil de Raphaël est en corrélation avec le statu quo des personnages. Léo lui-même est inactif, immobile, et retrouve toute son énergie quand Raphaël se réveille, comme s'il représentait le moteur d'une nouvelle impulsion pour le groupe. C'est là que Léo va finir par entrer en communion avec Splinter, atteignant une forme de spiritualité. Mais c'est grâce à sa réconciliation avec Raphaël. C'est en réalité l'union des 4 membres qui favorise le talent de chacun. C'est ce que j'ai toujours aimé dans les Tortues Ninja. Évidemment, chacun aura sa préférence, mais c'est pour moi l'interaction et la combinaison des 4 qui est le plus intéressant, ce qu'elles sont et représentent les unes par rapport aux autres. D'un côté, on a le binôme sérieux et de l'autre le duo de comiques qui représente le divertissement, le côté fun et décontracté de la vie, mais aussi le lâcher-prise et la positive attitude. On peut le voir chez Mickey par exemple, que quelles que soient les épreuves, il ne se démoralise jamais et trouve toujours un moyen pour s'amuser, et ce qui pourrait paraître simplet, ou même dérisoire par rapport au côté si sérieux des autres tortues, pourrait bel et bien se révéler être une véritable philosophie de vie à part entière. Et il faut reconnaître qu'il est tout aussi fort, courageux et valeureux que les autres. Nous avons tous en nous ces tempéraments, les différentes colorations de leurs émotions qui s'entremêlent au quotidien. Tout s'équilibre et s'harmonise comme les cellules d'un même corps, les neurones d'un même esprit, nommé Splinter. Il est le feu sacré, l'éveil qui révèle et élève le niveau de conscience que vont atteindre les tortues, de manière individuelle et collective. Elles ne forment qu'une seule et même entité. Elles sont l'incarnation du un pour tous et du tous pour un. Tout le film traite du combat intérieur par diverses approches. Le fait que les tortues vivent dans l'ombre, ou littéralement dans les égouts, c'est tout ce que l'on dissimule aux yeux des autres, nos propres forces intérieures, qu'il ne tient qu'à nous d'exprimer. Danny représente bien cette idée, se croyant invisible aux yeux de son père. Il vole et rejoint le clan des foot sans vraiment savoir pourquoi, comme s'il était en quête de quelque chose de sincère, qui fasse sens, une raison d'être, et il parvient à s'autocombattre de l'intérieur par le biais de sa rencontre avec les tortues et Splinter, ce qui va le conduire à rendre visible sa vraie personnalité, du choix qu'il en fait.
Ça peut paraître anodin, mais le cœur de l'histoire se trouve bien dans le soulèvement de cette jeunesse des années 90, avec le côté punk, les salles d'arcade, les graffitis et compagnie, une sorte de décadence de l'adolescence qui ne trouvait pas ses repères dans le futur que leurs parents ou la société dessinaient pour eux. Et par manque de repères, justement, les jeunes cherchaient leur propre liberté, parfois en fuguant, parfois en rejoignant des groupes, comme le Clan des Foot, avec le slogan « Tout ce que vous voulez faire, faites-le ». Il y a un petit côté méta dans le sens que la cible principale du film ou de l'œuvre soit justement les adolescents, comme si ça leur offrait une forme de liberté, de désinvolture par rapport à leur quotidien. Et c'est un peu ce que fait le film, avec son langage familier, ses insultes, toutes ses bastons et sa dédramatisation de la violence, sans parler des personnages, comme April qui ne respecte pas l'autorité et n'en fait qu'à sa tête, Casey Jones qui a sa propre vision de la justice, se comportant de manière immature et ressemblerait justement à un adolescent lui-même. Les tortues également qui vivent à l'écart du monde, dans leur cave, leur grotte, un peu comme des geeks, un lieu considéré comme sinistre. Les conflits générationnels ont toujours existé, mais l'ère numérique et médiatique a vraiment créé une scission entre l'adulte travailleur et tous ces divertissements en tout genre pour les jeunes. Pour l'adulte d'une certaine génération qui a toujours dénigré les bandes dessinées, les jeux vidéo, le film fera partie du déclin de la société et de la jeunesse. Pour d'autres, ce sera le simple constat d'une époque provoqué par la bêtise de l'adulte, interrogeant la place et le rôle de l'adolescent. C'est un film qui traite de la difficulté de grandir dans un monde aussi sombre et dont la plupart des souffrances sont passées sous silence. Il y a une vraie démarche sociologique entre ces ados à la dérive et les teenagers à carapace à l'enseignement philosophique, qui vont sauver la ville du mal-être qui la ronge. D'ailleurs, à l'époque, New York était répertoriée comme une ville violente et meurtrière, parmi les plus dangereuses. Le film met en avant l'image paternelle, en les extrapolant par l'opposition Splinter-Shredder. L'un instrumentalise, là où l'autre responsabilise. Le combat final permet d'éveiller, de renouveler la valeur de cette jeunesse, qui contemple le combat des pères au sommet d'une structure, d'une bâtisse symbolique. On pourrait presque y voir un côté Peter Pan avec les tortues en verre et Shredder en capitaine crochet, portant les cicatrices du passé. C'est l'esprit de la jeunesse qui lutte contre l'emprise de l'adulte. Même Splinter finit par rajeunir, face à un Shredder vieillissant mentalement. C'est d'ailleurs intéressant de constater que plus on évolue au sein du Clan des Foot, plus on est masqué et commun, là où avec les héros, on finit par faire tomber les masques pour révéler et forger son identité. Les tortues représentent la lente évolution que prennent les choses à changer, la lenteur de la jeunesse qui patiemment doit grandir avant de pouvoir enfin s'exprimer et être à la fois écouté et entendu. Le teenage dans le titre n'est pas simplement là pour aborder la période de vie des tortues, mais surtout pour évoquer un état d'esprit. Celui de la passion et de l'imagination, celui de la combativité, de la volonté, de l'effort plutôt que le confort, la détermination plutôt que la résignation, c'est être vivant et suivre ses élans, être en constante progression, en mutation, avoir le goût de l'aventure, de toujours profiter de l'instant présent avec sensibilité et intensité, être rempli d'énergie et de folie, de vaillance et d'espérance. Les jeunes ont le pouvoir et la mission de créer l'avenir. Ce sont des porte-étendards, des agents du changement. Je finirai sur la musique de John Dupré, compositeur surtout pour des comédies telles que Le sens de la vie des Monty Python ou Un poisson nommé Wanda. Il nous signe ici de la street music, synthé, électro-techno, pop, rock et funky des années 80-90,
Une mixture groovy de différents genres, où la moindre note nous replongera dans une autre époque. Une partition double, mais qui restera toujours à hauteur de ces adolescents. Un côté déjanté, électrique de l'Occident, qui s'équilibre avec des pistes plus douces de méditation qui nous évoquera la culture zen et japonaise. Voilà pour cette adaptation des Tortues Ninja, premier du nom, qui restera en double teinte, perçu à la fois comme étant un nanar pour enfants, trop aseptisé, tout en étant paradoxalement considéré comme trop sérieux ou trop sombre par rapport au dessin animé. S'agissant d'adolescents, c'est presque la logique même d'être partagé entre l'enfance et l'âge adulte, l'humour et le sérieux, à l'image du groupe des Tortues divisé en deux. Sans être culte, c'est un film de mon enfance que j'ai toujours adoré et n'a rien à envier à la surabondance de numérique des films plus modernes, qui restent bien souvent bancals sur trop de points. Ce film a été réalisé à une époque où les Tortues Ninja n'étaient pas encore populaires. Il s'agissait d'un ovni, presque d'une mauvaise blague pour beaucoup, mais le sérieux et le travail acharné de l'équipe, malgré le peu de moyens à disposition, leur ont permis de réellement se surpasser en donnant le meilleur d'eux-mêmes, ce qui a conduit ce projet à un véritable succès. Certains lui reprocheront donc son humour un peu limite, ses scènes de combat dépassées, les faux raccords, une histoire invraisemblable, un peu molle par moments, et marquée par les productions US de l'époque, avec quelques scènes ratées, comme Splinter en rat dans sa cage, ou encore que le film est trop sombre, pas dans le propos mais dans l'éclairage. C'est à la fois pour le style et pour cacher les imperfections. Il fera peut-être aussi partie de ces films trop enjolivés qui auront tout simplement perdu son cachet avec le temps. Et pour d'autres, ils diront tout simplement que ça déchire. Et qu'importe les défauts ou les reproches, n'altérant en rien cette source de plaisir et de fantaisie, avec cette ambiance underground, de films noirs décomplexés, son humour potache, toutes ses bastons, sa fidélité aux comics, sans même parler du souvenir qui se rattache à son enfance, que ce soit par les jouets, les jeux, toutes les punchlines que l'on pouvait ressortir à la cour de récréation. Attachant et divertissant, c'est un film bourré d'action, avec pas mal de scènes mémorables, qui nous fait entrevoir le potentiel de l'univers des tortues, et qui a le pouvoir d'évoquer toute une génération. C'est un film qui gardera toujours la saveur d'une bonne pizza nommée Cowabunga. Continuez à voir des films, quant à moi je vous dis à bientôt et que la magie soit avec vous.